Bienvenue dans Expertise croisée, le podcast de Nexialogue. Ici, nous décryptons les enjeux du risk management et de la data. Que vous soyez professionnel de la finance et des données, étudiant ou simplement passionné, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous accueillons Luc Vermeau-Gauchy. Luc est senior manager dans la business unit Global Market chez Nexialogue Consulting. Nous allons parler ensemble des crises. Luc, bonjour. Bonjour Vivien. Peux-tu commencer déjà par nous présenter ton parcours ? Oui, alors moi j'ai une formation hybride dans le sens où j'ai intégré le SCP en 2011 et en parallèle de mes études à l'ESCP, j'ai continué un cursus de mathématiques et quelques mois d'études également dans une école d'ingénieur. Donc j'ai commencé ma carrière en finance de marché à Londres, en structuration, dans une banque allemande qui s'appelle Commerzbank. Et depuis 2018, donc environ 6 ans, je suis chez Nexialogue. Donc, je réalise des prestations de conseil où on accompagne les banques, les assurances et les asset managers dans leur gestion des risques. Donc moi, je suis issu de la génération post-2008, donc par rapport à la thématique qu'on va aborder, c'est intéressant puisque depuis mon tout début de carrière, j'ai vu, et notamment avec le Brexit en 2016, j'ai vu s'enchaîner les crises de différentes natures. Et donc, on est une génération qui a vu vraiment ce que c'était que les conséquences d'une vraie crise financière, notamment à travers celle de 2008, qui a eu des conséquences pendant plusieurs années. Oui, alors nous allons revenir sur ces crises et notamment ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, ça sera ton point de vue en clientèle, puisque donc, tu es consultant chez Nexialogue. Peux-tu nous dire quelques mots déjà sur ton métier actuel ? Écoute, mon métier, c'est d'accompagner les institutions financières dans leur gestion des risques, comme je l'ai dit. Donc, les risques de différentes natures. Il y a des risques de différentes catégories, risques de marché, risques de crédit, risques de liquidité. Et donc, il y a ça s'articule de manière différente. On va dire qu'il y a on va dire le business as usual, donc voilà, la prod. Ça, c'est des missions que j'ai fait par le passé, vraiment remplacer quelqu'un tout simplement, hein. 2, les aider, ces banques, ces assurances et ces asset managers à s'ajuster à de nouvelles réglementations qui arrivent de plus en plus fréquemment aujourd'hui. 3, être un acteur un peu de leur transformation, c'est-à-dire que il y a beaucoup de croissance externe, de réorganisation, hein. Même si c'est un secteur d'activité qui est composé de mastodontes, d'acteurs très lourds, n'en demeure pas moins que c'est un secteur qui est en mouvement perpétuel. Et 4, je dirais, apporter nos compétences sur des thématiques d'actualité. Alors qu'est-ce que c'est l'actualité aujourd'hui ? C'est l'intelligence artificielle, c'est l'arrivée de réglementations ESG, voilà. On verra ce que nous réserve l'avenir dans ce domaine. Alors, pour assurer la stabilité du système financier et gérer les risques, puisque je comprends que ta contribution chez tes clients, c'est cela, à la fin des fins. Il y aurait donc un triptyque, un cadre réglementaire, des stress testing, des outils de mesure, des métriques de risque. C'est cela le framework d'ensemble de tes interventions ? Oui, en résumé, donc pour rester assez bref, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, et surtout beaucoup de choses à lire vu la longueur des textes réglementaires. Il y a un cadre, déjà, effectivement. Aujourd'hui, l'arsenal réglementaire financier, qu'il soit mondial, continental, national, est extrêmement puissant. Pour les institutions financières, il est aujourd'hui très contraignant, multidimensionnel, notamment en ce qui concerne les exigences de provisionnement et de constitution de fonds propres qui font l'objet de calculs à la fois très fréquents, très précis, très complets et même très conservateurs, de plus en plus conservateurs. Toutes ces exigences, alors vraiment là, on reste sur un domaine un peu particulier parce que c'est l'actualité depuis 10-15 ans de la réglementation, mais évidemment, il y a d'autres règles, d'autres normes, d'autres interdictions que je ne vais pas toutes lister, évidemment. Mais voilà, ce qui se passe depuis 10-15 ans illustre véritablement la puissance de l'arsenal réglementaire financier exercé par les institutions réglementaires. Et donc, c'est régulièrement mis à jour. On rajoute à cela des exigences de calcul ou de non-dépassement d'indicateurs de liquidité, typiquement le LCR ou le NSFR, un monitoring des effets de levier,
la collatéralisation des échanges interbancaires, mais également la collatéralisation des émissions de dette bancaires. Voilà, donc ce cadre réglementaire a tendance à être renforcé aujourd'hui, comme je l'ai dit. On a tendance à aller vers davantage d'exigences de simulation de stress test, notamment en 2021, les stress tests climatiques de la BCE pour les banques. En 2020, les stress tests de liquidité pour les asset managers. Voilà, ça, c'est le cadre. Maintenant, hors contraintes réglementaires, les banques, évidemment, les assurances et les asset managers ont tendance à se constituer, bien évidemment, un arsenal de suivi des risques, donc indépendant. Notamment au niveau portefeuille, par exemple, pas forcément, mais au niveau portefeuille, c'est quelque chose qui n'est pas forcément exigé, mais les calculs d'indicateurs plus précis, plus granulaires, comme les sensibilités ou les effets croisés, avec une fréquence très élevée, fréquence quotidienne, fréquence intraday. Ça, c'est des choses que font les banques, notamment. De la même manière, les asset managers calculent des ratios de Sharpe ou des IR, Information Ratio, pour monitorer les risques sur un fonds d'investissement, un OPCVM. Voilà, donc pour dire que la gestion des risques n'est pas uniquement réglementaire, c'est un travail qui est aussi un besoin fondamental pour toute institution financière afin d'éviter notamment les petites pertes qui s'accumulent et qui feraient vaciller une institution financière, là où le régulateur, lui, comme je le disais, s'intéresse principalement aux grosses pertes, notamment depuis 2008, et plus précisément aux pertes communes, donc, avec une intention particulière aux banques dites systémiques, par exemple. Donc en résumé, pour répondre à ta question, oui, on assure la stabilité du système financier à travers un ensemble d'exigences fondées sur, je dirais, 3 catégories d'indicateurs de risque. Un, ceux qui ne mesurent pas le risque, fondamentalement, donc qui estiment l'état, on va dire, d'un portefeuille ou d'un fonds. Ceux qui mesurent le risque, mais de petites pertes, typiquement, ou de jours de perte. Donc on va calculer, voilà, on va regarder dans l'historique les performances d'un fonds ou d'un portefeuille, on va les trier et on va regarder à partir de combien de jours on dépasse un certain seuil X%. Et puis, troisième catégorie, il y a ceux qui mesurent le risque extrême. Plus précisément, les stress tests, on va peut-être en reparler plus tard. Oui, nous allons en reparler. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre notamment les mécanismes qui, avec un cadre aussi rigoureux, aussi complet, en tout cas sur le papier, comment les crises peuvent continuer à survenir avec aussi une fréquence de ces crises qui, en tout cas dans l'imaginaire collectif, je ne sais pas si tu partages cette opinion, mais qui a tendance à augmenter depuis quelques décennies. Quelle est ton expérience personnelle auprès de tes clients? Quel est ton point de vue sur ces relations de cause à effet et de comment, en fait, ces crises peuvent survenir dans un cadre aussi contraignant? C'est intéressant comme question. C'est vrai que ça peut paraître contradictoire. Alors, historiquement, on constate qu'on n'a pas toujours voulu tout surveiller, monitorer l'ensemble des risques. Ou disons qu'on n'a pas. Alors, je dirais pas que les risques étaient inexistants, qu'il n'y avait pas de département de risk management dans les institutions financières, mais que le suivi des risques n'était pas considéré comme un vrai outil indépendant de mesure du risque et qui reportait directement au top management. Donc, on a eu tendance à vouloir utiliser les métriques de risque, non pas pour monitorer le vrai risque d'occurrence d'une crise et de ses impacts sur l'institution financière en tant que telle, mais dans le seul but, en fait, de constituer, moi, ce que j'appelle un budget risque, dans lequel le front venait piocher, en fait, il décidait de combien dans ce budget risqué on avait de l'appétit. Donc, on ne mesurait pas réellement, en fait, le risque extrême ou le risque d'occurrence d'une crise, mais on calculait des VaR. On observait le nombre de jours dans l'année où les pertes pouvaient dépasser X%, comme je le disais un peu plus tôt. Mais ça n'allait pas plus loin. On ne s'intéressait pas à l'amplitude des pertes pour les jours où on dépassait ce fameux X%. Et donc, ça a créé de vraies lacunes, en fait, dans l'arsenal de suivi des risques des banques qui ont constitué le terreau favorable à l'apparition de crises, notamment certaines emblématiques chez des asset managers, je pense notamment à LTCM, dans les années 90, qui avait de vraies lacunes de suivi du risque de liquidité, qui l'a conduit à sa perte. Alors, je ne vais pas détailler cette histoire parce qu'elle est assez connue, mais c'est assez emblématique et globalement tout ce qui se passe avant 2008, en fait. C'est ce que j'appelle l'historique. Aujourd'hui, c'est différent. Néanmoins, même si on est capable aujourd'hui, et pourquoi les crises continuent à survenir,
mathématiquement, on n'est peut-être pas capable de tout prévoir. Je vais rassurer quand même ceux qui nous écoutent, mais l'accumulation d'indicateurs, c'est quelque chose de positif. On est capable aujourd'hui d'isoler la contribution d'un seul facteur de risque aux pertes encourues lors d'une crise, mais on n'aura sûrement peut-être pas une vision mathématiquement parfaite et à jour et régulière, mise à jour régulièrement, de tous les effets croisés entre chaque facteur de risque. Donc les très grandes banques, pour moi, y parviennent assez facilement, quoique, mais peut-être pas du côté des asset managers et des assurances. Donc là, il y aurait peut-être, pour moi, quelque chose à revoir, en tout cas selon mon expérience personnelle, puisque j'ai eu la chance de passer en clientèle au sein de banques, d'asset managers et d'assurances. Pour répondre au début de ta question, mon opinion sur la fréquence actuelle d'apparition des crises. Alors moi, je pense qu'on a progressé un peu quand même dans le risk management, et je pense que rien n'est moins sûr, en tout cas pour les grosses CIB, les Corporate and Investment Banking, une crise endogène similaire à celle de 2008, qui touche une grande institution bancaire aujourd'hui. Depuis 2008, je pense qu'on peut citer éventuellement Crédit Suisse, peut-être, mais c'était aussi un ensemble de problèmes juridiques. C'est une banque qui a fait faillite aussi à cause de problèmes humains, de gestion. C'est pas une faillite bancaire, c'est plus une entreprise qui s'est fourvoyée, selon moi. Donc, je serais assez confiant dans la capacité du système financier à anticiper des crises endogènes aujourd'hui, après 2008, avec tout ce qu'on voit comme travaux, comme implémentation de nouvelles réglementations aujourd'hui. C'est assez impressionnant comme arsenal. En revanche, en ce qui concerne des crises de nature exogène, là, effectivement, on est dans l'inconnu. Il semblerait donc que sur la partie de l'anticipation, il y a des choses qu'on puisse faire sur la base de scénarios. C'est l'objectif aussi des scénarios de stress. Sur l'analyse a posteriori également, on a tous les outils d'analyse qu'on peut, tout l'arsenal technique, technologique, mathématique, etc., pour comprendre ce qui s'est passé. En revanche, dans la prévision, un peu comme en économie, dans les autres domaines de l'économie, en effet, ce soit plus complexe de faire une prévision sur des horizons de temps, on va dire, même relativement courts. Un peu comme en météo, d'ailleurs. Alors, récemment, on a eu une crise en 2023 qui nous est venue directement de Californie, avec notamment le point de départ, ça a été la faillite de cette banque Silicon Valley Bank. Comment comprends-tu, comment analyses-tu la crise de 2023? Et puis toi qui étais aussi en clientèle, évidemment, à ce moment-là, comment ça s'est passé sur place, chez ton client? Sur place, petite panique, mais plus liée à Crédit Suisse qu'aux banques californiennes. Alors, petit rappel des faits, ouais. On a 3 banques de détail américaines spécialisées dans le financement de la tech californienne qui ont fait faillite entre mars 2023 et juin 2023 suite à un bank run. Et donc la combinaison de ce bank run et d'une mauvaise gestion de leur risque de liquidité. Donc alors juste pour recontextualiser davantage, petit aparté, ce sont des banques qui sont relativement jeunes, qui n'ont pas connu de crise, historiquement, en fait. Elles sont trop jeunes pour ça. Et c'est des banques qui ont accumulé énormément de clients, qui ont eu une croissance très forte au cours de la décennie 2010, mais qui ont commencé à véritablement accumuler des dépôts pendant le Covid. Et ça a été le cas de tout le monde dans les pays développés, mais c'est quelque chose qui n'avait pas été correctement anticipé par ces banques-là. Et donc, le fait que ce soit des banques de détail déjà, pour commencer, elles n'étaient pas aussi cadrées que les banques d'investissement. Donc vraiment, je fais la distinction à chaque fois quand je réponds à toutes ces questions sur la fréquence d'apparition des crises, l'arsenal réglementaire, etc., entre les CIB et les autres banques. Elles n'étaient pas aussi cadrées, elles n'étaient pas aussi régulées que les banques d'investissement, parce qu'on a été, côté investissement, assez traumatisé par les conséquences des cracks financiers sur l'économie réelle directement. Il y a une vraie interconnexion, il y avait une vraie désintermédiation et un vrai décloisonnement à ce niveau-là. Donc, un manque de réglementation sur ces entités-là. 2, leur jeunesse fait qu'elles n'étaient pas adaptées à certains mouvements. Alors, des mouvements de marché, des mouvements de taux, comme on en a eu suite à la guerre en Ukraine. Les taux augmentent drastiquement depuis maintenant 1 an et demi. Donc, on a connu une période un peu d'anomalie qui a duré peut-être 5, 6, 7 ans de taux d'intérêt réel négatifs.
Et donc cette explosion des taux était peut-être mal anticipée, mal gérée par ces institutions-là. Et deux, la jeunesse de ces banques fait qu'elles n'étaient pas tout simplement pas adaptées à des changements de paradigme, c'est-à-dire changer de vision des risques, mais changer de vision business aussi, changer de vision de gouvernance, etc. Donc manque de réglementation, deux, manque de savoir-faire dans la gestion des risques pour ces petites banques, en tout cas petites non, mais manque de détails, matérialisé par des erreurs humaines. Et ça, c'est le plus impressionnant. Des manquements vraiment basiques, de mauvais calculs d'exposition sur les taux, par exemple, une absence de contrôle des limites de risque, typiquement avec un manque de suivi de certains indicateurs de risque clés comme le loan to deposit ratio, qui dans le cadre je crois que c'était First Republic Bank était supérieur à 110%, ce qui n'est pas tenable sur le long terme, même sur le moyen terme en fait. Donc voilà pourquoi on a eu une crise. Et c'était pas facilement quelque chose qu'on pouvait anticiper, même si avec le recul, on se rend compte qu'il y avait un manque de réglementation qui était patent sur ces institutions-là, mais ouais, c'était difficile à anticiper. Quel est le terreau de développement de toutes ces crises ? C'est très compliqué, mais on peut isoler quand même des facteurs de risque qui reviennent assez régulièrement à chaque crise. Donc il y a évidemment tous les éléments exogènes, on peut les retirer immédiatement, c'est assez évident. Donc des guerres, des pandémies, des catastrophes naturelles, ça provoque des crises financières, c'est assez basique. Je pense que n'importe qui comprend le lien de causalité entre les deux phénomènes. Et si on devait en illustrer un ou deux, de manière un peu plus confidentielle, il y a peut-être ce qui est un peu moins connu du grand public, mais ce sont les conséquences de la double guerre Afghanistan puis Irak entre 2001 et 2004, qui en fait a constitué un peu le terreau favorable à l'apparition de la crise de 2008, en ce sens que les investissements nécessaires pour financer ces doubles guerres et ces deux guerres consécutives a incité, et notamment avec le gouvernement de l'époque qui travaillait un peu en main dans la main avec la Fed à l'époque, à baisser drastiquement les taux d'intérêt et donc à augmenter la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Et donc ça, je reviendrai un peu plus tard dans les éléments moins exogènes, mais ça crée le terreau favorable à des crises financières. Un exemple moins confidentiel, le Covid. Ça crée des crises. Il y a des éléments endogènes au système financier en tant que tel. Donc vraiment à isoler de la conjoncture économique, à isoler des éléments exogènes, donc de la géopolitique. C'est tout ce qui concerne généralement les innovations financières. À chaque nouvelle innovation financière, on s'est aperçu que ça créait des lacunes et un retard dans la réglementation. Les régulateurs tardent à s'adapter à ces nouvelles innovations financières. Les équipes de gestion des risques dans les banques et les assurances tardent à s'adapter à ces innovations financières. Et ça crée des trous dans la raquette et ça mène à des dérives parfois amplifiées par certains conflits d'intérêts en interne au sein des banques ou des assurances, ce qui est un peu plus dramatique. Et des comportements moutonniers des acteurs. Exactement. Et donc, pour citer quelques exemples, alors si on remonte au XVIIe siècle, l'arrivée du fleuriste, en tant qu'intermédiaire dans le marché d'échange de plantes, de fleurs aux Pays-Bas, en 1637, c'est ce qui a créé un peu la naissance d'un phénomène de spéculation massive autour des prix des tulipes qui s'est envolé. Et donc, ça faisait partie à l'époque d'un des piliers de l'économie aux Pays-Bas et en Europe. Et donc, c'est typiquement, voilà, ça illustre ce phénomène, innovation financière, dérive ou spéculation, crise. Plus récemment, dans les années 1920, typiquement, la naissance de l'assurance crédit qui a donné naissance à une vague de spéculation, une folie chez les acteurs et donc les comportements moutonniers que tu viens de mentionner. Dans les années 2000, la titrisation, plus simplement, sans remonter au XVIIe siècle, c'était une innovation financière qu'on n'a pas réussi à gérer. En tout cas, on n'a pas réussi à anticiper vraiment les effets croisés avec le recul, on aurait pu le faire, on aurait pu l'anticiper. C'est ce que certains films, l'industrie cinématographique a essayé d'illustrer il y a quelques années à travers des films comme The Big Short. On aurait pu anticiper les risques profonds mais voilà, ça n'a pas été fait, ou en tout cas ça a été fait trop tardivement par seulement certains gestionnaires de risque ou certains acteurs, et ils n'ont pas été entendus.
Le régulateur, au-delà d'être parfois en retard dans son appréhension des innovations financières et des enjeux actuels, peut parfois, et via le politique en fait, pas vraiment le régulateur, mais plutôt le politique, peut créer un cadre défavorable au suivi des risques et donc favorable à la succession des crises financières. Dans les années 80, les 3D, la théorie des 3D, c'est typiquement ce qu'on apprend en cours d'économie, vraiment, hein. C'est déréglementation, décloisonnement, désintermédiation. C'est ce qui a créé le terreau favorable à l'apparition de la crise de 2008. On a connecté le bilan des banques d'investissement et celui des banques de détail. Et on a intermédié, c'est-à-dire qu'on a permis aux acteurs de l'économie réelle de se financer directement sur les marchés financiers, qui sont volatiles. Et on a dérégulé, donc on a permis aux institutions financières de le faire de manière massive, sans imposer de limites quelconques. Ce qui a vraiment, véritablement engendré la crise de 2008. Et puis enfin, pour répondre à ta question, une dernière catégorie d'éléments, c'est le contexte macroéconomique. Le contexte macroéconomique peut être de lui-même un des facteurs favorables à l'apparition des crises. Les inégalités, on se rend compte qu'à chaque crise, c'est dans un contexte d'inégalité très élevé, dans les années 20 comme en 2008 typiquement. Et puis la baisse des taux, forte quantité de monnaie en circulation, ça pareil, c'est quelque chose qui revient quasiment systématiquement à chaque crise. Je l'ai déjà mentionné pour les guerres au Moyen-Orient entre 2001 et 2004. Et le lien entre ces guerres-là et la politique monétaire américaine, qui est intéressant à suivre si on retrace l'historique. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Et donc, ça nous fait 4 éléments, pour résumer. Des éléments exogènes, des éléments endogènes, un cadre réglementaire défaillant et le contexte macroéconomique. Oui, donc ça fait en effet un certain nombre d'éléments qui peuvent expliquer que les crises soient difficilement prévisibles. En réalité, elles sont totalement imprévisibles. On a l'impression à chaque fois que tout le monde tombe de sa chaise au début d'une crise. Il y a des livres célèbres, celui de Rogoff par exemple, This Time is Different, où effectivement on sait qu'il y a aussi des biais. À chaque fois, on croit que la prochaine fois sera différente. Et puis c'est ce que tu disais à l'instant. Il y a quand même des mécanismes récurrents. Qu'est-ce qui rend finalement, Luc, les crises aussi imprévisibles ? Alors, au-delà parce que si on fait de la métaphysique, effectivement, c'est dans la nature même d'une crise de se répéter et de ne jamais se répéter à l'identique. Et donc, le bouquin que tu as mentionné, c'est un peu ce qui illustre ça. Mais même dans la théorie économique, en fait, sans parler de finance, sans parler de krach financier, la théorie économique, ou plutôt une certaine frange de la théorie économique, énonce des vérités sur les crises et certains économistes ou historiens économiques affirmaient que c'était inéluctable, les crises étaient cycliques et donc elles revenaient. Chacun avait sa fréquence, hein. Kondratiev, Clément Juglar, Joseph Schumpeter. Donc pour certains, c'était tous les mois et demi, pour certains, c'était tous les 18 mois, pour certains, c'est tous les 20 ans. Et c'est le caractère inéluctable d'un retour constant des crises qui les rend imprévisibles. Ou plutôt prévisibles, mais non identifiables. Voilà. Non évitables, disons. Donc, on peut les prévoir, mais on ne peut pas les éviter. Celle qui est évitable est évitée. Celle qui est imprévisible n'est pas évitée. C'est la limite de cette théorie des cycles économiques, effectivement. Mais sinon, pour être plus concret et vraiment réfléchir plus sérieusement au sujet, je dirais qu'on ne peut pas tout monitorer. Et donc, ça crée des lacunes dans le suivi des risques management. Historiquement, en fait, je l'ai dit, on ne suivait pas les risques correctement. Aujourd'hui, on le fait, mais on ne peut pas tout monitorer parce qu'au bout d'un moment, je pense que le coût dépasserait les gains, en fait, pour une institution financière. Donc, il faut aussi que le régulateur ait ça en tête au moment d'imposer une nouvelle couche de réglementation, typiquement suite aux faillites de First Republic, Silicon Valley Bank et autres. Est-ce qu'il faut maintenant, aujourd'hui, fin 2023, renforcer davantage l'arsenal réglementaire applicable aux établissements de crédit retail ? Est-ce qu'il faut légiférer sur le CV d'un gestionnaire de risque et de ses responsables ? Est-ce qu'il faut rendre obligatoire des formations sur des mathématiques de base, sur comment faire un produit en croix pour que tout le monde sache calculer une exposition de taux ? Au bout d'un moment, voilà, ça va devenir un peu trop lourd financièrement parlant.
Les banques d'investissement investissent déjà des sommes colossales, considérables, dans les projets sur lesquels nous, Nexialog, on intervient. On est intervenu dans le passé, très récemment, IFRS 9, les RWA, les stress tests de liquidité de l'ESMA chez les asset managers, etc. Et donc, il ne faudrait pas, je pense, porter atteinte à la survie des banques. On a quand même, je l'ai dit en fait un peu dans une question précédente, avant la pause musicale, c'est pas forcément possible d'anticiper mathématiquement, de mesurer l'amplitude exacte d'un risque et du coup, plus précisément du risque extrême. Et c'est peut-être ce qui rend en fait les crises imprévisibles. C'est plutôt ça en fait la vraie réponse. C'est est-ce que c'est possible mathématiquement de mesurer l'amplitude extrême de tous les risques et de tous les risques croisés? La réponse est non, mais on fait énormément de progrès dans ce domaine depuis 15 ans. Et toutes les crises qu'on a eues depuis sont plutôt pour moi, en tout cas pour les grosses banques, de nature plutôt exogène. Pour les grosses banques. C'est pas le cas de ce qu'on a vu en début d'année côté Californie. Alors, depuis le début, Luc, il y a une question qui me taraude parce qu'on parle beaucoup des crises, de ce qui les déclenche, de comment on y rentre. La question que j'ai envie de te poser désormais, là, maintenant, c'est sortons des crises, comment on y rentre? Historiquement, oui, jusqu'à une date en fait très précise. On sortait d'une crise comme on y rentrait, c'est-à-dire qu'on ne faisait rien. C'est le 8 novembre 1932. C'est l'élection de Roosevelt, en plein dans les conséquences de la crise, dans l'enlisement de la crise financière de 1929, la Grande Dépression. On avait un président américain, Hoover, qui était surnommé le Do Nothing, en fait parce qu'il ne faisait rien. Et donc il a laissé la crise s'internationaliser et atteindre les strates les plus profondes de l'économie et même de la sociologie de la société en fait américaine, européenne. On avait 25% de chômeurs aux US à l'hiver 1932, etc. Donc jusqu'en 1932, et c'était validé par la théorie économique libérale, puis néolibérale, on ne faisait rien. Ensuite, on a commencé à intervenir jusqu'à aujourd'hui, assumer une forme d'interventionnisme institutionnalisé depuis 2008. On intervient systématiquement à chaque mini-crise et on diagnostique, on soigne, on prescrit un traitement, entre guillemets, et on prévient les crises futures en régulant massivement. C'est comme ça qu'on procède aujourd'hui. Et donc en 2023, pour revenir à cette crise de 2023, pourquoi selon toi il n'y a pas eu de contagion? Là, la réponse est assez simple, c'est parce que en fait, ces banques-là n'étaient pas connectées. Déjà, elles n'étaient pas interconnectées entre elles, enfin, de manière assez marginale, et surtout, elles n'étaient pas connectées au marché financier. Donc c'est vraiment en fait le marché financier qui nous fait passer d'une épidémie à une pandémie. C'est le marché financier en fait. C'est un peu l'aviation civile versus l'aviation militaire. Si on a une épidémie de Covid uniquement chez les pilotes militaires, mais que demain ils deviennent pilotes d'avion civil, là on aura une pandémie en fait. Et c'était pas le cas de ces banques californiennes, contrairement à Crédit Suisse, qui était une banque systémique, mais qui a fait l'objet d'un sauvetage assez spectaculaire en étant racheté in extremis par UBS au printemps dernier. Peut-être une dernière question avant de terminer. Question à 100 euros, hein, puisque évidemment, ça va être, on va se positionner un peu dans le futur. Y aura-t-il plus de crises dans le futur? C'est vrai qu'avec la crise, les crises migratoires, les crises climatiques, on a l'impression de rentrer dans un siècle entier de crises, hein, désormais, de crises continuelles. En tout cas, un terreau favorable à ce que tu appelais les événements exogènes. Oui. Quel est ton point de vue là-dessus, Luc? Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'encore une fois, des crises endogènes, on en aura moins. Après, il peut y avoir des innovations financières, encore une fois, hein, qu'on n'a peut-être pas anticipées ou qui ne se sont pas encore déclinées totalement, qui sont nées mais qui ne se sont pas encore déclinées dans les strates les plus basiques d'une institution financière. Peut-être que certaines catégories de banques peuvent subir des chocs et les avoir mal anticipés au préalable. Peut-être, je ne sais pas, les néobanques, bon, c'est juste une idée. Est-ce que les néobanques sont assez régulées? En tout cas, celles qui ne sont pas détenues par des grandes banques, hein, des petites néobanques indépendantes. Par contre, pour les événements exogènes, oui, je pense qu'on est sur un siècle d'accélération du changement climatique. Les premiers stress tests de la BCE ont révélé une vulnérabilité notable, hein, dans les
les 2, enfin les 4 en fait, la matrice des 4 scénarios de transition, soudaine ou non, anticipée ou non. Et on sait qu'on est susceptible d'aller vers, des événements qui pourraient être, facteurs de crise. Alors, crise économique plus que crise financière, mais en réalité, les 2 sont un peu interconnectés, maintenant aujourd'hui au XXIe siècle. Donc voilà, pénurie d'énergie, de certains métaux, quand je dis énergie, je veux dire, pétrole, gaz, hein. Certaines céréales, le café, l'eau, peut-être la biodiversité, ça peut être, des catastrophes climatiques. Hem, donc oui, on est peut-être dans l'accélération, des crises, et si on inclut, et alors ça par contre, c'est plutôt, la responsabilité est plutôt, du côté, des politiques, historiquement. Mais si on inclut toutes les problématiques de dette publique, qui concernent des pays développés, occidentaux comme les États-Unis ou la France, hein. Je rappelle que les États-Unis, le ratio de dette sur PIB, c'est le 5e plus élevé au monde aujourd'hui. Si on rajoute ces problématiques-là, et qu'on voit donc, une volatilité accrue sur le marché des dettes long terme, puis une volatilité accrue sur le marché de la dette en général, hein, dette corporate incluse, donc toutes les émissions, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur, les marchés, d'actions, aussi, et le forex. Là, on a peut-être un danger qu'on peut éviter, déjà, sans aller jusqu'à, rationaliser le café. Déjà, si on s'occupe, des problématiques de dette publique, on pourrait peut-être, minimiser certains risques au XXIe siècle. Crise sur le café qui peut avoir pas mal d'impact dans à peu près toutes les entreprises du monde. Luc, merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. Merci Vivien. Au revoir.